Mes chers collègues, je vous prie d'excuser le président Richard Ferrand, qui ne peut pas être présent parmi nous et cet après-midi et m'a demandé de pouvoir le suppléer. Lors de sa réunion du 24 octobre 2018, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit son programme de travail une évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur, demandée par le groupe socialiste et apparenté, et il a sollicité sur le fondement de l'article L132-5 du Code des juridictions financières l'assistance de la Cour des comptes. Les rapporteurs, M. Régis Juanico, socialiste, et Mme Nathalie Sarl, La République En Marche, ont été désignés par le comité le 14 mars 2019. Pour répondre à cette demande, la Cour des comptes a mobilisé d'importants moyens, comme des expertises informatiques sur des données ministérielles et plusieurs sondages, notamment auprès des professeurs et des lycéens. Ces travaux ont été présentés au CEC le 27 février dernier avec Mme Sophie Moati, présidente de la 3e chambre de la Cour des comptes. Depuis cette date, et malgré la crise sanitaire qui a fortement perturbé nos modes de travail habituels, comme ceux de nos interlocuteurs sur ce sujet, nos deux rapporteurs ont mené leurs propres investigations et je leur laisse sans plus tarder la parole pour présenter leur travail. Bien, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. L'accès à l'enseignement supérieur cristallise les inquiétudes de nombreux lycéens et de leurs parents. Au-delà des interrogations immédiates portant sur l'obtention de la formation souhaitée et l'organisation de la vie étudiante, se cachent nombre d'inquiétudes liées au fait de devoir faire ces choix importants sans disposer des clés de la maturité ni des informations suffisantes. La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, la loi ORE, a été adoptée dans des conditions particulièrement difficiles. Le mécontentement des candidats tirés au sort et une mise en demeure de la CNIL imposaient une évolution rapide du dispositif admission post-bac APB. En mettant à la disposition de tous les jeunes une information identique et détaillée, quand, il y a quelques années, n'étaient informés que les lycéens en mesure de se renseigner sur place ou disposant de bons réseaux dans leur entourage, la plateforme Parcoursup constitue incontestablement un progrès. Pour autant, l'ambition de la loi dite ORE est beaucoup plus large. Tandis que la plateforme peine à susciter la pleine adhésion, notamment en raison d'une transparence incomplète des critères d'examen des vœux improprement appelés algorithmes. Dans des conditions inhabituelles liées à la crise sanitaire, nous avons entendu avec Nathalie Sarl, ma collègue députée de la Loire, une quarantaine d'acteurs, observateurs et usagers. Nous nous sommes aussi déplacés après le confinement dans 2 établissements de notre département, le lycée Albert Thomas à Roanne et le lycée Simone Veil à Saint-Priest-en-Jarret. Les contributions de tous nos interlocuteurs ont été précieuses et nous les remercions une nouvelle fois pour le temps qu'ils nous ont consacré alors qu'ils étaient très sollicités du fait du caractère inédit de cette année scolaire et universitaire. Ils nous ont permis de nourrir notre réflexion sur les 3 volets de l'accès à l'enseignement supérieur. Tout d'abord, le processus d'orientation, qui, malgré ses évolutions récentes, demeure le maillon faible du dispositif. Le fonctionnement de la plateforme d'affectation, second lieu. Et enfin, l'accompagnement des étudiants à leur arrivée dans l'enseignement supérieur. Alors, je vais continuer cette présentation. Quant à moi, en me focalisant, en vous parlant justement de la question de l'orientation au lycée. Donc, nous l'avons appelé maillon faible de l'accès à l'enseignement supérieur, puisque plusieurs réformes ont modifié récemment le système, mais qu'il reste encore un nombre d'inégalités et en tout cas, on va dire, le processus mérite encore d'être amélioré. Donc, déjà, dans le cadre du plan étudiant qui avait été présenté en 2017 et de la loi ORE, 2 mesures principales ont été prises au titre de l'orientation. Vous savez qu'un 2e professeur principal a été nommé par les chefs d'établissement pour assurer donc un suivi qui soit plus individualisé des élèves. Et ensuite que 2 semaines consacrées à l'orientation ont été fléchées. La première pour aider les lycéens à préciser leur projet d'avenir. Et ensuite, les lycéens sont accompagnés dans la formulation de leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du lycée, un volume de 54 heures est prévu dans les lycées généraux et technologiques.
tandis que dans les lycées professionnels, on a un volume d'heures de 265 sur 3 ans qui sont inscrites dans la grille horaire des élèves. On constate toutefois que ces heures sont parfois utilisées pour achever les programmes, pour faire du renforcement disciplinaire ou de l'accompagnement personnalisé, et qu'on est loin d'une utilisation généralisée à l'orientation dans l'ensemble des établissements. Vous savez de même que des heures ont été créées, pardon, je crois que je me rapproche du micro, vous savez de même que des heures ont été créées en 4e et en 3e depuis 2019, mais ces heures, elles ont été créées à titre indicatif et elles ne sont toujours pas fléchées, ou en tout cas inscrites dans les grilles horaires des élèves, ce qui est tout à fait pénalisant. Donc en 2018 et en 2019, les semaines d'orientation qui ont été organisées dans les lycées l'ont été faites de manière très inégale et le temps cumulé consacré à l'orientation a souvent été très inférieur à ces 2 semaines qui étaient initialement prévues. D'ailleurs, si on le compare à d'autres pays, en Finlande par exemple, on sait que l'orientation fait partie du cursus dès le primaire pour les jeunes Finlandais. Une autre réforme qui est intervenue la même année que la loi ORE, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et cette loi, elle prévoit notamment un nouveau partage, si vous vous en souvenez, entre les compétences État-région en matière d'information à l'orientation. Donc les compétences des régions en matière d'information commencent tout juste à se mettre en place, puisqu'il y a des conventions qui sont signées entre l'État et les régions. Et qu'aujourd'hui, on sait que 3 régions ont déjà signé ces conventions et que 9 autres doivent l'être prochainement. D'ailleurs, plusieurs régions ont également créé ce qu'elles appellent des agences de l'orientation qui ont développé des plateformes web à destination de tous les publics sur l'offre de formation. Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont fait part de leurs inquiétudes sur cette régionalisation de l'information, dans la mesure où on territorialise les politiques. Effectivement, à ce moment-là, on se demande toujours si on n'a pas un accroissement des inégalités. Mais ça, c'est une question qui ne concerne pas uniquement l'enseignement supérieur et l'orientation, c'est une question qui est beaucoup plus généraliste. En attendant, ce que nous pouvons peut-être regretter à ce stade et vous faire partager, c'est que nous aurions souhaité entendre l'avis des régions sur cette question, mais elles n'ont pas répondu à nos questions, n'ont pas répondu à nos propositions d'audition, ni répondu de façon écrite. De ce fait, nous avons assez peu d'informations sur la façon dont elles perçoivent cette avancée. Enfin, le 3e volet, ça concernera l'objectif de la réforme des séries du bac qui ont été engagées en 2019, qui consiste notamment à enrichir les enseignements avec de nouvelles matières et de mieux préparer les lycéens au supérieur. Dans cette perspective, vous le savez, dès la rentrée 2019, aux séries ES, L et S de la voie générale ont été substituées donc des spécialités. Donc les lycéens vont donc suivre des enseignements communs, des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels. Donc la réorganisation des enseignements semble avoir au moins 2 conséquences sur l'orientation. D'abord, les choix plus larges des matières sont effectivement proposés, mais on peut se poser la question sur du coup le fait que ça génère du stress. Et ça, les parents et les interlocuteurs nous ont beaucoup insisté sur cette question, puisque aujourd'hui, on ne connaît pas l'impact de ces choix sur l'accès à l'enseignement supérieur et sur les futurs choix dans l'orientation. De même, le fait de devoir abandonner une matière en fin de première, sans en connaître les conséquences, est en soi très déstabilisant. Il faut dire aussi que cette réforme relativise la notion de classe, puisque vous savez que dans la mesure où il y a un éclatement des spécialités et des matières, eh bien, la notion de classe disparaît et possiblement avec elle la notion de professeur principal, qui pourtant a un rôle clé dans l'orientation. Tout ça pour vous dire que ces réformes successives se sont efforcées de donner plus de place à l'accompagnement à l'orientation, mais qu'on relève un décalage de fait entre les textes et la réalité. Par ailleurs, je voudrais souligner combien j'ai été moi-même frappée lors de l'audition des acteurs de l'enseignement supérieur par la façon dont ils s'inquiètent, si on revient à la réforme du baccalauréat, des nouveaux profils qu'ils vont devoir accueillir. Et je trouve qu'ils semblent plus subir cette réforme qu'être partie prenante de sa constitution. Si nous souhaitons revenir donc sur la place croissante qui est donnée à l'orientation dans la loi ORE, vous savez qu'il y a aujourd'hui 2 interlocuteurs majeurs qui ont été identifiés dans la loi ORE.
ORE. Premièrement, les chefs des établissements dont les missions sont déjà très larges et qui ont donc un rôle décisif dans la place qui est donnée à la préparation à l'orientation, même si 40% d'entre eux nous ont dit n'avoir jamais été formés à cette tâche. Il faut savoir que plus de 80% des professeurs estiment qu'il est facile de mobiliser leur équipe autour de l'orientation, mais d'autres chefs d'établissement évoquent un manque de volontaires ou de personnes disponibles. Et il est vrai que selon les académies, là encore, et selon les établissements, il est plus ou moins difficile de recruter des professeurs principaux à destination donc, de l'accompagnement à l'orientation. En termes d'action, les activités qui sont proposées par les établissements en terminale étaient le plus souvent des rencontres avec des professionnels, des étudiants, de l'aide à la recherche d'informations, la participation à des événements extérieurs extérieurs à l'établissement ou même dans l'établissement, avec l'organisation de conférences, l'organisation de forums des métiers, l'organisation de réunions. Mais un certain nombre d'enseignants regrettent aujourd'hui que ces événements ne soient pas assez préparés en amont et qu'il n'y ait pas réellement ce que s'appellerait une période de débriefing après du coup ces sessions d'orientation. Ils ont également souligné qu'il était au-delà de ces temps collectifs, réellement nécessaire de transmettre une information individualisée aux jeunes, car ils ne retiennent en fait pas grand-chose de ces sessions collectives et l'information gagnerait à être communiquée aux élèves bien en amont de la fin du cursus scolaire. Concernant donc le rôle croissant des professeurs principaux, là encore, dans le rapport, il y a un encadré sur l'ensemble des missions qui sont confiées aux professeurs principaux. Et on voit que leur rôle a été renforcé puisqu'ils portent une appréciation après concertation avec l'équipe pédagogique sur les fiches à venir. Tout au long de l'année, ils donnent aux élèves des informations sur les attendus des formations de l'enseignement supérieur. Ils participent à des actions spécifiques, des périodes d'observation. Et au lycée professionnel, vous savez que le professeur principal accompagne l'élève dans la construction de la suite de son parcours, que ce soit en vue d'une insertion professionnelle ou immédiate, ou que ce soit en vue d'une poursuite d'études. La DGESCO nous indiquait qu'en 2018-2019, il y avait des difficultés pour trouver des volontaires et que ces difficultés étaient notamment constatées, comme je vous le disais, dans 9 académies. Elles ont également été relayées, ces difficultés, par les représentants des syndicats d'enseignants ou des enseignants qui regrettaient notamment l'empilement des tâches des professeurs principaux. D'ailleurs, selon l'enquête de la Cour des comptes qui a été menée à ce sujet, on sait que 85% des professeurs principaux aujourd'hui ne sont pas formés à cette fonction spécifique et que malgré tout, malgré le fait de cette absence de formation, lorsqu'ils sont accompagnés, les lycéens, puisqu'il y a eu un questionnaire de satisfaction qui a été adressé aux lycéens, les lycéens se disent satisfaits en grande partie pour les 3/4 de l'accompagnement dont ils bénéficient, bien qu'un tiers d'entre eux, en fait, n'aient pas bénéficié d'un accompagnement individuel. Lors de nos auditions, nous avons noté que certains représentants des lycéens et des étudiants avaient émis des réserves sur le fait que ce soit le professeur principal à qui soit confiée la mission d'accompagnement, dans la mesure, disent-ils, où il y a quand même une espèce de relation de hiérarchie entre l'élève et l'enseignant. Mais finalement, cette observation ne ressort pas des questionnaires qui ont été récoltés, enfin qui ont été recueillis par la Cour des comptes. Nous avons auditionné un certain nombre d'universitaires et une des universitaires que nous avons entendues, Madame Agnès van Zanten, a quant à elle regretté que bien souvent l'intervention des enseignants consiste à conseiller les élèves en fonction de leur niveau et ne consiste pas vraiment à leur faire découvrir l'environnement de l'enseignement supérieur et des différentes possibilités qui s'offrent à eux. Fort de ces constats, la DGESCO nous a fait part d'un projet qu'elle aurait de créer, plutôt que de continuer sur le modèle des 2 professeurs principaux, ce qu'on appellerait des professeurs référents, qui seraient en fait des professeurs qui auraient la charge de 12 à 14 élèves et qui auraient donc la mission de les accompagner tout en étant délestés d'un certain nombre de missions administratives qui aujourd'hui pèsent très lourd dans leur charge de travail. Peut-être qu'on peut faire une toute petite aparté avec, je ne sais pas si du coup M. Juanico voudra apporter un éclairage sur cette question. Lors vous savez, de nos rencontres sur le terrain, nous avons souhaité du coup rencontrer, alors il se trouve que nous sommes du même département avec M. Juanico, donc c'est un petit peu le hasard qui fait ça. Nous avons rencontré des acteurs donc, de Roanne, enfin d'un lycée, un proviseur de Roanne et également des professeurs principaux et proviseurs du lycée Simone Veil. Et par rapport à ce que je viens
de vous dire, notamment par rapport aux réserves qui sont émises par la Cour des comptes, par les représentants de certains lycéens. Moi, je souhaite vraiment insister sur l'engagement dont les professeurs principaux ont témoigné, l'engagement sur leur temps personnel, puisque en général, tout au long du parcours, et j'insiste bien sur le fait que l'orientation, c'est un processus, c'est un parcours, c'est pas uniquement 2 ou 3 heures comme ça qui sont fléchées dans l'emploi du temps. Il y avait un véritable engagement de ces professeurs principaux qui trouvaient toutes sortes de combines, d'astuces, de moyens de communication avec leurs élèves, des moyens de communication personnalisés, et qui prenaient aussi réellement sur leur temps personnel pour pouvoir mener à bien cette mission. Donc je trouve que l'engagement a été, en tout cas pour ce qu'on en a vécu, a été vraiment, pour ma part, je trouve très qualitatif. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, voilà. Nous avons souhaité également, avec Régis Juanico, nous attarder un tout petit peu sur le rôle des psychologues de l'éducation nationale. Vous savez que les psychologues de l'éducation nationale, ce sont anciennement ce qu'on appelait les conseillers d'orientation. C'est un corps qui a été créé en 2017 avec 2 spécialités, l'éducation, le développement et les apprentissages, ou bien éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Donc, ces derniers, effectivement, ont un certain nombre de missions qui sont à leur charge et ils ont également de très nombreuses missions d'accompagnement en lien avec les équipes pédagogiques. Certains d'entre eux, d'ailleurs, certains de ces psychologues dirigent un centre d'information et d'orientation et à ce titre, ils veillent donc à la cohérence des actions qui sont conduites au niveau donc, de leur bassin de territoire, leur bassin de vie, pardon. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, on compte à peu près un psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves et que du coup, cet effectif est très faible et il est à mettre en regard de leurs nombreuses missions d'accompagnement des équipes pédagogiques, notamment des professeurs principaux. Donc, alors qu'on a aujourd'hui un corps de métier qui devrait être spécifiquement dédié et qui est formé à ces missions d'accompagnement, eh bien, leur nombre, en tout cas, est assez faible. Et du coup, pour assurer leur mission, les moyens qui leur sont donnés sont relativement minimalistes. Leur place, du coup, dans l'accompagnement des lycéens fait débat, puisque ceux que nous avons entendus regrettent d'être écartés de leur mission d'accompagnement et ils ont rappelé que leur positionnement doit permettre une prise de distance avec la scolarité, tandis que plusieurs représentants des lycéens et des parents, d'ailleurs, que nous avons entendus, ont plutôt défendu la plus-value de leurs interventions et regretté leur faible nombre. Donc, au-delà des effectifs, on peut incontestablement, il y a donc des missions à redéfinir dans celle des psychologues de l'éducation nationale en lien avec la réorganisation de l'orientation au lycée. Un sujet, bien sûr, qu'il faut également aborder quand on parle de l'orientation et quand on parle des outils, c'est la part croissance du numérique. C'est un sujet majeur qui a été évoqué par la plupart des personnes que nous avons auditionnées. Et là encore, comme vous le savez, les lycéens n'échappent pas à ce qu'on appelle la fracture numérique. D'ailleurs, ça a été un sujet qui a été beaucoup traité lorsqu'on a parlé, vous savez, de la scolarité pendant la période du Covid, de la crise sanitaire, puisque l'accès effectivement au numérique, la capacité à s'approprier les outils est très variable d'un élève à l'autre et d'une famille à l'autre. On sait également que l'orientation dans les lycées défavorisés consiste souvent à envoyer les élèves vers un salon où 80 ou 90% des exposants sont des établissements privés avec une qualité très médiocre. Et souvent, ces établissements privés cherchent à attirer des étudiants désorientés plutôt que de leur proposer une information, on va dire, qualitative. Du coup, cette multiplication des intervenants brouille l'offre et capte les publics les plus fragiles pour des services dont la qualité n'est pas garantie. Donc, devant ce foisonnement d'initiatives, on ne peut que rappeler le besoin absolu d'accompagnement humain pour aider les lycéens à décrypter les informations qu'ils recueillent sur la toile. Il est donc prioritaire de proposer aux lycéens une offre de référence, une offre qui soit labellisée, une offre qui soit claire et de façon à ce que chacun, enfin l'ensemble de nos lycéens en France, puissent bénéficier d'une offre qui soit égale sur le territoire et dans les établissements qu'ils côtoient. Nous souhaitons également revenir, et là c'est un sujet dont on parle certainement depuis plusieurs décennies, sur la question des inégalités sociales et des inégalités territoriales, puisque différents travaux convergent pour relever les inégalités dans le processus d'orientation. D'abord, ce sont les lycées défavorisés qui cumulent l'information tardive, le défaut de personnalisation des conseils, le manque d'engagement des proviseurs.
Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur sont nombreux, mais si vous regardez la carte, on voit qu'ils sont inégalement répartis sur le territoire, ce qui ne favorise pas la mobilité sociale des jeunes. Ainsi, une part de l'orientation massive des élèves des lycées ruraux vers la filière courte technique s'explique notamment par le nombre important de places qui sont fortes à proximité, puisque la proximité reste encore un critère de choix pour les lycéens lorsqu'il s'agit de leur orientation dans l'enseignement supérieur. Il faut également noter un phénomène qui nous a été beaucoup décrit et qui revient très souvent, qui est ce qu'on appellera le phénomène d'autocensure. Selon plusieurs de nos interlocuteurs, l'autocensure, c'est souvent le fait de l'intégration par l'élève de contraintes structurelles. De même, nous a-t-on dit, les acteurs scolaires chargés de l'orientation font des choix, parfois conscients, parfois inconscients, qui peuvent canaliser les aspirations des élèves. Plusieurs travaux parlementaires ont ainsi conclu qu'à niveau scolaire équivalent, les jeunes issus des catégories les moins favorisées ont des aspirations moins ambitieuses et se perçoivent comme moins bons scolairement que les élèves d'origine favorisée. À ce stade, d'ailleurs, je souhaiterais rappeler que dans les classes préparatoires aux grandes écoles, la moitié des effectifs, ce sont des élèves qui viennent soit des métropoles ou des villes supérieures à 100 000 habitants. Donc ça montre bien que selon son origine territoriale, on se sent moins en capacité d'accéder à certaines formations. Donc au-delà de l'autocensure sociale, on note qu'il perdure une autocensure de genre qui, malgré l'évolution de nos sociétés, reste forte puisque les choix de spécialités en première, par exemple, sont différemment répartis. Ainsi, en 2019, 61% des filles et 78% des garçons ont choisi d'étudier les mathématiques. 57% des garçons et 39% des filles ont choisi la physique-chimie, tandis que les enseignements d'humanité, littérature, philosophie ont été choisis par 25% des filles et 9% des garçons. Donc on a toujours des choix de genre qui perdurent malgré tout le travail qui est fait en amont. Je souhaiterais pour ma part quand même insister sur la multiplicité, si vous avez le temps de le regarder, regardez-le dans le rapport, d'expériences innovantes qui existent sur les territoires. Elles ont été recensées certaines d'entre elles ont été recensées dans le rapport. Par exemple, l'Université d'Aix-Marseille a créé un projet qui s'appelle Projet et Université Sciences Sup, donc qui travaille entre les lycées et l'université. À Lille, par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle Demain l'université, qui a été créé pour les élèves de première, donc tout ça pour qu'on soit vraiment dans un cursus d'orientation, ou bien à Lyon 2, le dispositif pour une orientation réussie du lycée à l'université pour les élèves du Rhône. Donc là encore, au-delà de l'accompagnement qui est fait dans les lycées, eh bien, tous ces dispositifs, toutes ces passerelles, toutes ces méthodes en fait, qui sont choisies pour pouvoir accompagner les lycéens dans leur orientation depuis donc, la classe de seconde. Donc sur cette première partie du rapport, nous avons, fort de ces constats, fait un certain nombre de propositions, puisque nous constatons que l'importance de l'accompagnement à l'orientation est cruciale et que cet accompagnement est aujourd'hui reconnu de tous. Donc, il doit devenir une réalité dans l'ensemble des lycées et surtout être dispensé de façon égale, de façon à donner les mêmes chances à l'ensemble des lycéens en France. Donc, nous avons, dans ce cadre-là, fait une première proposition qui consiste à inscrire comme obligatoire dans l'emploi du temps des élèves les 54 heures annuelles consacrées spécifiquement à l'orientation. Corrélativement, la mise en œuvre de ce dispositif doit être évaluée selon des critères constructifs et l'ONISEP a travaillé sur cette question. Elle suggère de mesurer la prise en compte de l'orientation dans les projets d'établissement à l'aune de 3 axes qui seraient la mise en œuvre effective des heures dédiées à l'orientation, les partenariats qui sont développés dans la mise en œuvre des projets, les partenariats avec les collectivités, avec les universités, avec les entreprises, puisque là aussi il y a un véritable sujet, et la mise en œuvre d'une démarche qui permette de formaliser et de capitaliser l'expérience et les compétences acquises au titre de la construction du projet des jeunes. De même, nous pensons que les établissements doivent être mieux accompagnés dans la mise en œuvre du volet orientation de leur projet d'établissement et ainsi nous proposons de charger les recteurs d'académie d'évaluer la mise en œuvre de l'accompagnement à l'orientation dans les établissements. C'est donc l'objet de notre deuxième proposition.
Faire de l'orientation une matière à part entière suppose donc d'en définir le contenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et également les objectifs. La compétence à s'orienter pourrait être formalisée via un référentiel, sans pour autant le traduire par une notation. Du coup, notre proposition numéro 3 consisterait à évaluer les compétences des élèves à s'orienter selon un référentiel qui serait construit avec les experts et les acteurs de terrain. Et là-dessus, on a donc des experts et on a aussi l'ONISEP qui nous a fait un certain nombre de propositions. Ensuite, la question de la formation des personnes qui accompagnent les élèves. Comme je vous l'ai dit, le défaut de formation est constaté pour ceux qui ont la charge principale d'accompagner les élèves. Or, il est essentiel que les professeurs principaux soient formés, ainsi que le prévoit la circulaire qui précise leur mission. Ainsi, nous proposons donc dans notre 4e proposition de généraliser les modules d'accompagnement à l'orientation dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue des enseignants. Nous insistons également sur la nécessité de préparer à l'orientation les élèves dès le collège par des activités qui portent sur la connaissance de soi et sur la connaissance des filières et des métiers. Là encore, il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites, comme par exemple le fait de constituer un portfolio individuel qui vous suivrait tout le long de votre scolarité. Et enfin, et nous l'avons évoqué en commençant ce chapitre, l'écosystème de l'orientation est devenu aujourd'hui relativement illisible à tous les étages. Il doit au premier chef permettre aux élèves et à leurs familles de s'y retrouver, d'où notre proposition de communiquer aux élèves et aux familles dès le collège un récapitulatif des interlocuteurs compétents sur les questions d'orientation. Voilà le premier volet de notre travail qui là concerne la partie lycéen. Et je vais donc laisser Régis continuer sur la partie axée pour le coup réellement à l'enseignement supérieur. Je vous remercie. Merci Nathalie. Venons-en maintenant à la seconde étape du processus, c'est-à-dire à l'affectation des candidats dans le supérieur. Venons-en maintenant à la seconde étape du processus, c'est-à-dire à l'affectation des candidats dans le supérieur. Sur ce point, la loi ORE entérine la création d'une nouvelle plateforme, Parcoursup, qui devait apporter une réponse aux 3 principales limites de son prédécesseur, APB. D'abord, le recours au tirage au sort, qui, même limité à quelques filières en tension, était fortement contesté du point de vue juridique comme de l'équité. Ensuite, le manque de transparence de la procédure, qui suscitait de la défiance parmi les candidats. Enfin, la persistance du taux d'échec important des étudiants en début de supérieur, particulièrement en licence, qui laissait penser que le processus d'affectation ne remplissait pas correctement son rôle. 4 grandes nouveautés se dégagent au sein de la procédure d'affectation dessinée par la loi ORE. La première, c'est la non-hiérarchisation des vœux qui doit permettre aux candidats de bénéficier du temps nécessaire pour affiner leurs vœux. La deuxième, et il s'agit d'une transformation majeure, c'est l'instauration de commissions d'examen des vœux, chargées de classer l'ensemble des candidatures dans toutes les formations. On se souvient que sous APB, dans les formations non sélectives en tension, c'est-à-dire où le nombre de candidats excède le nombre de places, ces derniers étaient départagés sur la base de leur situation géographique, de leur situation familiale et de leurs préférences. Le cas échéant, un tirage au sort était effectué. Désormais, ce sont les acquis et les compétences des candidats évalués par les commissions d'examen des vœux à partir de leur dossier qui viennent les départager. La troisième, directement liée à la précédente, c'est la mise en place de quotas de boursiers du secondaire et de quotas géographiques, c'est-à-dire des taux maximum de non-résidents dans les formations. Enfin, la quatrième, c'est le WICI, c'est-à-dire la possibilité pour les candidats d'être admis au sein d'une formation à la condition de suivre un dispositif de remédiation obligatoire. Au sujet de la transparence, il faut distinguer entre l'information relative au contenu des formations, l'information relative aux chances de réussite des candidats dans ces formations, et aussi l'information relative aux critères d'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux. Sur le premier niveau, nous proposons une amélioration, l'information fournie étant globalement satisfaisante. Chaque formation dispose en effet d'une fiche sur la plateforme qui renseigne bien les candidats, à la fois sur le contenu et les débouchés. Nous avons toutefois jugé que les témoignages des pairs, plébiscités par les étudiants, pouvaient représenter une ressource importante, tout comme le taux d'insertion professionnelle à la sortie, qui dispose d'un emplacement réservé sur la fiche, mais qui n'est quasiment jamais renseigné. Nous sommes plus réservés
quant à la capacité de la procédure à assurer correctement la transmission d'informations pour le deuxième niveau, alors qu'il s'agit d'une question cruciale pour le candidat. Quelles sont en fait ses chances de réussite dans la formation? Dans quelle mesure son profil correspond-il aux attentes de cette dernière? Censé répondre à ces questions, les attendus sont décrits comme trop généraux par les lycéens, mais aussi par les professeurs. La Cour propose de mettre en place, la Cour des comptes, un outil d'aide à l'orientation qui permettrait au candidat de connaître, à partir de ses résultats et de ses compétences, ses chances objectives de rejoindre une formation au vu des classements des années précédentes. Au-delà de cet aspect prédictif, l'outil permettrait ainsi au candidat d'identifier ses lacunes et de renforcer ses compétences dans les domaines les plus importants pour réussir dans la formation en question. La plupart des interlocuteurs que nous avons rencontrés ont trouvé l'idée intéressante, mais à condition de fortement encadrer l'usage de cet outil par des équipes pédagogiques. Sans cet encadrement, les candidats risqueraient de prendre les verdicts de l'outil pour des résultats définitifs. L'inconvénient serait double, un renforcement de l'autocensure et une augmentation probable de l'incompréhension par rapport aux décisions de sélection des formations. Reste le troisième niveau, certainement celui qui a occasionné le plus de débats au cours de nos travaux. Celui de l'information relative aux critères d'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux, nommés à tort algorithmes locaux. En fait, ces algorithmes locaux ont suscité beaucoup de fantasmes alors qu'ils consistent la plupart du temps en de simples tableurs permettant d'effectuer un premier préclassement pour les candidats concernés. Pour que la procédure soit pleinement transparente, il faudrait que chacun ait accès aux règles du jeu, autrement dit, aux critères effectivement pris en compte par les commissions pour classer les candidatures. Il faut reconnaître que plusieurs réponses ont déjà été apportées. D'abord, la loi ORE dispose que les candidats ont la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature, ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. Autrement dit, il est possible d'être informé à titre individuel des raisons du refus de sa candidature a posteriori. Ensuite, le décret du 26 mars 2019 oblige les formations à publier ex ante les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux sur leur espace réservé sur Parcoursup. Enfin, dans sa décision du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel a considéré que chaque établissement devrait désormais publier, le cas échéant, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Donc, dès la fin de cette session, cette année, les candidats auront donc accès à un rapport venant préciser a posteriori les critères retenus par les commissions d'examen des vœux pour examiner leur dossier et dont le contenu a été normalisé par une note de cadrage du ministère. Nous nous sommes interrogés sur la possibilité de publier ex ante les critères précis utilisés par les commissions, sous la forme d'un barème pondéré. Cette proposition semblait en effet apporter la garantie d'une transparence totale. Néanmoins, nous avons compris au fil de nos auditions que cette publication ex ante aurait pour conséquence de priver les commissions de toute marge de manœuvre. En effet, une fois le barème publié, il aurait été impossible pour les commissions d'examen des vœux d'adapter leurs exigences en cas de candidature atypique. Cette publication aurait eu pour conséquence de supprimer une caractéristique des commissions à laquelle nous sommes très attachés, à savoir l'intervention humaine. Il nous semble en effet que le traitement humain, individualisé de chaque dossier de candidature reste la meilleure garantie d'une véritable équité, notamment en raison de leur grande diversité. Pour ces raisons, nous n'avons pas proposé la publication ex ante des critères détaillés utilisés par les commissions. En ce qui concerne maintenant la performance du système, nous devons préciser la provenance des données que nous vous présentons dans le tableau. Les taux d'affectation ont été calculés par la Cour des comptes. Seul celui des néo-bacheliers est calculé par le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous l'avons indiqué en plus du taux de la Cour des comptes dans la deuxième ligne. Cette remarque préliminaire nous amène à un constat plus général, celui de la faiblesse des données présentées par le ministère concernant les candidats qui ne sont pas néo-bacheliers, c'est-à-dire pour l'essentiel en réorientation ou en reprise d'études.
On peut tout d'abord remarquer que Parcoursup a réussi à absorber une augmentation importante du nombre de formations et de candidats sans altérer la performance de l'affectation, ce qui représente en soi un progrès notable. Les chiffres de la Cour des comptes indiquent une baisse d'1 point du taux d'affectation global. En revanche, le taux d'affectation des candidats néo-bacheliers a augmenté depuis APB, de 3 points pour la Cour, de 5 points pour le ministère. Or, les candidats non lycéens représentent une part plus importante de la totalité des candidats sous Parcoursup. Autrement dit, à périmètre comparable, la performance de Parcoursup paraît légèrement supérieure à celle d'APB. Toutefois, la comparaison est rendue difficile par la non-hiérarchisation des vœux, qui prévaut sous Parcoursup. Avec APB, il était possible d'évaluer qualitativement l'affectation. Il suffisait de prendre en compte la hiérarchie des vœux des candidats et de regarder si la plateforme leur permettait d'accéder à leurs vœux préférés. Avec Parcoursup, cette évaluation qualitative est par définition impossible. Et nous devons nous contenter d'un taux d'affectation brut. Un indicateur certes nécessaire, mais pas suffisant, parce que trop grossier, et qui nous empêche de comparer réellement les deux plateformes. C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'une enquête nationale qui permettrait de mieux évaluer qualitativement les affectations via Parcoursup en recueillant les préférences relatives des candidats. Reste le sujet de l'affectation des candidats réorientés et des candidats en reprise d'études, qui s'avère décevante. Le taux a diminué de 2 points pour les premiers et de 8 points pour les seconds. Le ministère assume ces différences de performance en arguant que la plateforme est avant tout destinée aux lycéens, premiers concernés par l'accès à l'enseignement supérieur. Néanmoins, l'augmentation massive des autres candidats lors des dernières années ne peut être ignorée, d'autant qu'elle s'avère durable. Nous demandons donc au ministère de mieux les prendre en compte en les intégrant dans le périmètre de calcul de la performance. Nous terminons cette partie consacrée à l'affectation avec 2 sujets de fond. L'accès des bacheliers professionnels et technologiques à l'enseignement supérieur court et les inégalités sociales d'accès à l'enseignement supérieur. Les effectifs des bacheliers professionnels et technologiques ont joué un rôle crucial dans la vague de massification scolaire des années 2000, sans que leur poursuite d'études dans l'enseignement supérieur n'ait été suffisamment anticipée. Au vu de leurs difficultés à réussir à l'université, vous savez que le taux de réussite des bacheliers professionnels y est de l'ordre de 5%. 5%. L'enjeu consiste donc à améliorer leur accès à des filières qui sont censées s'inscrire dans la continuité de leurs études dans le secondaire. Les STS, pour les bacheliers professionnels, les sections technologiques supérieures, et les IUT, les instituts universitaires de technologie, pour les bacheliers technologiques. Parmi ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, une grande majorité de bacheliers professionnels souhaitent rejoindre une STS. 76% de l'ensemble des vœux des bacheliers professionnels se sont portés sur cette filière. Or, l'offre est loin d'être suffisante, en partie du fait d'une faible création de places sur les dernières années. Entre 2000 et 2017, seules 18 000 places supplémentaires ont été créées, portant le total à 256 000, alors que dans le même temps, le nombre de bacheliers professionnels a augmenté de 85 000, et que 35% d'entre eux souhaitent poursuivre leurs études, contre 15% il y a une dizaine d'années. À cette faible création de places vient s'ajouter un nombre important de places vacantes. 18 000 au total, soit un taux de 6,7%. Quant au dispositif des classes passerelles mis en place en 2018, qui consiste en une année de préparation à l'entrée en STS pour les bacheliers professionnels, il peine à convaincre. La Cour note en effet que les candidats semblent peu attirés par ces classes passerelles, ce qui n'est guère surprenant. Cette année ressemble à une année de parking, dans la mesure où les étudiants n'y valident aucune unité d'enseignement. Or, lors de nos auditions, il nous a été dit à plusieurs reprises que ce type de dispositif de remédiation était faiblement efficace parce que peu motivant. Néanmoins, juger définitivement de l'efficacité d'un dispositif seulement 2 ans après sa mise en place nous paraît prématuré. C'est pourquoi nous ne recommandons pas sa suppression, mais attendons de voir ses effets sur le moyen terme. Enfin, la loi ORE renforce les quotas de bacheliers professionnels en STS, initialement instaurés par la loi du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, en permettant aux candidats de bénéficier de la remontée dans les classements des commissions d'examen des vœux. Force est cependant de constater qu'ils n'ont pas eu les effets escomptés. La part des bacheliers professionnels dans les effectifs est en effet restée stable,
de 2017 à 2018 à environ 30%, notamment en raison d'un volontarisme insuffisant des formations. Espérons simplement que l'extension de l'application de ces quotas aux STS privés, à partir de l'an prochain, aura un effet positif. Le résultat de ce manque de place et de l'inefficacité des quotas, c'est l'orientation par défaut de milliers de bacheliers professionnels à l'université, 7000 en 2019, où ils échouent massivement. Dans ce contexte, nous proposons d'augmenter les capacités en STS, notamment en limitant au maximum le taux de places vacantes, et nous saluons à cet égard l'annonce de la création de 3000 places par le ministère à la rentrée 2020. L'accès des bacheliers technologiques aux IUT est lui aussi trop limité, pour des raisons différentes. Il existe un phénomène de contournement. Certains bacheliers généraux rejoignent cette filière pour éviter d'effectuer une classe préparatoire aux grandes écoles ou une licence à l'université en vue ensuite d'intégrer des écoles d'ingénieurs ou de commerce. Mais ce phénomène reste limité. Les vraies causes du faible taux de bacheliers technologiques en IUT sont les suivantes. Premièrement, un intérêt beaucoup plus important chez les bacheliers technologiques pour les STS, souvent plus proches d'un point de vue géographique et jugés plus accessibles en termes scolaires, parfois par les professeurs eux-mêmes. La tendance persistante, c'est la deuxième raison, de nombreux bacheliers technologiques à souhaiter rejoindre une licence générale plutôt qu'un IUT. Et dans les faits, les listes de vœux de ces élèves sont composées de 15% de vœux en licence et de 17% de vœux en IUT, soit grosso modo la même proportion. Enfin, il y a un problème de vivier, dans la mesure où les séries de la filière technologique les plus prisées par les IUT sont celles qui attirent le moins d'élèves au lycée, à l'image de la série Sciences et technologies des laboratoires. En revanche, les quotas renforcés par la loi ORE ont eu un effet perceptible. La part des bacheliers technologiques dans les effectifs est passée de 30 à 33% entre 2017 et 2019. Ce constat plus positif nous amène à une dernière remarque. Les créations de places où les quotas ne servent à rien, si une réflexion n'est pas menée sur la réussite de ces étudiants en enseignement supérieur, courent. Plus on élargit l'accès des bacheliers professionnels et technologiques, et plus l'écart de niveau scolaire entre ces derniers et les bacheliers généraux risque de se creuser. Il faut donc accompagner cette politique par une prise en compte des profils de ces bacheliers, notamment via des dispositifs de remédiation ou d'accompagnement personnalisé, parfois mis en place avec succès par certains établissements auditionnés, notamment à l'IUT de Roanne. Nous finissons cette partie avec la problématique majeure des inégalités sociales d'accès à l'enseignement supérieur. Alors, ces inégalités ne sont pas une nouveauté, elles sont un résultat bien établi en sociologie de l'éducation depuis une cinquantaine d'années. Le risque, c'est néanmoins que les nouvelles règles du jeu, mises en place par la réforme, ne viennent les renforcer, particulièrement la sélection par le dossier scolaire dans les filières en tension. Pour contrer ce risque et encourager l'accès des élèves les plus défavorisés à l'enseignement supérieur, la loi ORE a mis en place des quotas de boursiers du secondaire dans chacune des formations. Ils sont déterminés, ces quotas, de la façon suivante. On prend le taux de boursier parmi les candidats à la formation et on lui ajoute au moins 2 points. Si ce taux est inférieur à 5%, on applique un taux plancher de 5%. Il faut souligner ici que ces quotas sont des quotas d'appel et pas des quotas de place. Autrement dit, ils font remonter les candidats boursiers dans le classement sans garantir qu'ils acceptent ensuite les propositions qui leur sont faites. C'est sûrement l'une des raisons qui explique le faible impact de ces quotas, en plus de leur taux plancher relativement peu ambitieux. 5%, 2 points de plus. Globalement, les taux de boursiers du secondaire dans chacune des formations sont restés plus ou moins stables. Surtout, la Cour des comptes trouve que leur présence dans les formations n'aurait pas été significativement inférieure en l'absence de quotas. Nous tenons encore une fois à souligner que si ces quotas peuvent permettre de limiter les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, ils ne sauraient représenter le meilleur moyen d'y remédier. L'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur des élèves les plus défavorisés, notamment aux filières les plus prestigieuses, passe en amont par des politiques ambitieuses d'orientation active et de lutte contre l'autocensure et en aval d'aide à la réussite lors des premières années dans l'enseignement supérieur. Pour finir, avec les quotas, évoquons le quota maximum de non-résidents. Dernière innovation de la loi ORE relative à l'affectation. C'est certainement le quota qui a le plus d'effet. La composition géographique des licences non sélectives en tension, les seules formations où il s'applique, auraient été sensiblement différentes sans leur présence. Est-ce une bonne nouvelle ? Tout dépend des objectifs du ministère, peu clairs sur le sujet.
Veut-on promouvoir la mobilité étudiante, notamment pour corriger les effets de la localisation géographique des étudiants sur leur choix de formation? Ou au contraire, veut-on limiter le risque de segmentation de l'enseignement supérieur en cantonnant le plus possible des élèves à des formations de leur région, quitte à se rapprocher du mode de fonctionnement antérieur d'APB? Nous nous sommes enfin intéressés aux conditions de l'arrivée dans l'enseignement supérieur et notamment au dispositif d'acceptation conditionnelle des candidatures sous réserve de suivre un module d'accompagnement ou de remédiation spécifique communément appelé WICI. Tout d'abord, un mot préalable sur la démographie et sur les inquiétudes de la rentrée 2020. La hausse du nombre d'étudiants inscrits a été historiquement portée par le dynamisme démographique des années 50 et 60, puis par l'augmentation de la proportion de bacheliers, dans une génération qui est passée de 33% en 1987 à 79% en 2016. Les nouveaux baccalauréats, technologiques en 68, professionnels en 85, ont compté dans ce phénomène puisque le poids de la filière professionnelle et technologique dans les effectifs de bacheliers a doublé en 20 ans, passant de 14% en 1995 à 29% en 2015. Le taux de poursuite dans le supérieur des étudiants issus de cette filière a également doublé, de 16 à 34% de 1995 à 2014. La rentrée universitaire 2020 suscite des inquiétudes en raison des nombreux inconnus qui président encore à son organisation. Tout d'abord, la prolongation de la crise sanitaire imposera probablement un protocole contraignant pour les cours en présentiel et donc une contraction de l'espace physiquement disponible. Par ailleurs, le flux des nouveaux entrants en première année sera probablement en forte croissance du fait de la combinaison de plusieurs éléments. Un nombre de néo-bacheliers en augmentation du fait du taux exceptionnel de réussite au bac, 96% de réussite au bac contre un peu moins de 89% en 2019, soit un volume potentiel de 48 000 étudiants supplémentaires. Deuxièmement, un phénomène compensé partiellement par un taux supérieur de réussite en fin de licence première année qui reste à stabiliser, car les rattrapages continuent de se dérouler, mais qui réduira le nombre de redoublants. Il y aura moins de redoublants. Troisièmement, une tendance à l'allongement des études, du fait de la crise économique, qui peut conduire plus de bacheliers, notamment de bacheliers professionnels, à s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Ces trois facteurs combinés font que les universités anticipent 35 000 étudiants supplémentaires à la rentrée prochaine, ce qui n'est pas négligeable. À la rentrée 2019, les nouveaux entrants en première année dans les universités étaient 324 000. Donc nous aurions une augmentation de près de 10% pour la rentrée 2020. Parmi les réponses possibles face à cet afflux de nouveaux étudiants, un effort de création de places supplémentaires nous paraît indispensable, notamment à l'université et dans les sections de techniciens supérieurs, selon une approche diversifiée afin de répondre aux besoins des jeunes. Il conviendra également d'accompagner particulièrement ces nouveaux étudiants dont la plupart n'ont pas assisté à des cours physiques depuis le début de la crise sanitaire, donc depuis le mois de mars. Enfin, et j'en termine, nous avons essayé à cet égard d'évaluer une modalité particulière d'accompagnement créée par la loi ORE, qui est le dispositif WICI. Selon la Direction générale de l'enseignement supérieur, un tiers des formations en licence sont adressées à 101 400 candidats, une proposition d'admission WICI, et 30 400 candidats ont accepté pour la rentrée universitaire 2019, soit un taux d'acceptation de 30%. Alors on peut considérer que le dispositif commence à devenir statistiquement significatif, mais si on le rapporte aux effectifs de nouveaux entrants en première année dans les universités en discipline générale, hors IUT et hors PACES, soit 230 000 étudiants, on obtient une proportion non négligeable de 13% des étudiants donc orientés en WICI. Pour autant que les candidats aient accepté l'offre qui leur sont effectivement proposées. La mesure de l'impact de ce type d'accompagnement sur la réussite étudiante est difficile. Cette tentative a mis en évidence l'absence de mesures harmonisées de la réussite étudiante dans les universités françaises, ce qui est quand même incompréhensible. Après une mission d'inspection, le ministère a défini 3 indicateurs fondés sur les crédits européens. Vous avez les indicateurs sous les yeux. Les premiers résultats sur une trentaine d'universités sont remontés par l'inspection générale en février 2020 et le service des systèmes d'information et des études statistiques s'est vu désormais confier la mission de recueillir chaque année
ces données pour l'ensemble des formations. Devant cet état des lieux encore très lacunaire, une première étude a été publiée le 30 juin 2020 qui conclut à un premier impact positif sur l'assiduité des étudiants ayant suivi un WICI, plus que sur leurs résultats, même s'ils semblent un peu plus nombreux à avoir validé les 60 crédits de la licence première année. En conclusion, les rapporteurs ne peuvent que partager la préconisation de la Cour des comptes consistant à intégrer, dans le dialogue de gestion entre les universités et les recteurs, une mesure de l'efficacité de ce dispositif WICI d'aide à la réussite. En conclusion, nous estimons donc que la pertinence d'une action politique menée sur le continuum -3, +3, puisque vous savez que c'était le préalable des différentes réformes qui ont été menées, sort plus que jamais renforcée de ce bilan intermédiaire. En fait, si on se base sur l'orientation active dès le lycée, afin de limiter ce qu'on appellera les orientations par défaut, l'amélioration de la continuité pédagogique et administrative entre le secondaire et le supérieur, afin de limiter la probabilité d'échec des étudiants lors de leurs premières années dans le supérieur, puisqu'était bien de cela dont il s'agissait, c'était le taux d'échec dans les premières années du supérieur, ainsi que la fixation de capacités d'accueil adaptées à la fois à la demande des candidats et aux perspectives d'insertion professionnelle des futurs diplômés, afin de permettre donc au plus grand nombre de rejoindre l'enseignement supérieur. Tout cela constitue donc les réponses de long terme les plus appropriées aux défis que notre pays doit affronter dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup à nos collègues Nathalie Sarl et Régis Juanico pour cet excellent rapport et ces explications. Je vous propose de passer la parole à l'assistance pour poser les questions si nécessaire. Merci. Monsieur Michel. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chère Nathalie, cher Régis, merci beaucoup là, pour ce travail que vous avez construit sur la base du rapport de la Cour des comptes. J'avais assisté à sa présentation la fois dernière et je trouve que vous avez su effectivement compléter, enrichir ce travail par des propositions très concrètes. Et comme vous l'avez rappelé, on est dans une situation quand même où la réussite de nos étudiants qui sont passés de 300 000 en 1960 à 2,7 millions en 2018 est vraiment un enjeu essentiel pour le pays, pour l'épanouissement des jeunes, et aussi pour la performance économique, sociale de notre pays. Donc je pense que vous avez beaucoup parlé d'orientation et j'ai retenu notamment votre proposition numéro 5 concernant le collège. Il me semble que dans un pays dans lequel on a aujourd'hui 3/4 des jeunes qui ont au niveau du bac, je pense que l'orientation se construit vraiment très tôt au niveau du collège et je pense que ce que vous recommandez me semble essentiel. Moi, j'ai pu moi-même voir pendant la crise Covid la difficulté que les collèges avaient à organiser des forums des métiers, ceux qui peuvent en organiser, même s'il y a eu des choses qui étaient très valorisantes avec des classes d'orientation virtuelles. Et je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur cet élément-là. Je suis un peu préoccupé par ce que vous avez dit sur le rôle des régions. Bon, on est maintenant 2 ans après la loi. Les régions doivent vraiment s'emparer de ce sujet, puisqu'elles ont cette responsabilité-là. Elles sont également en charge du développement économique. Et c'est sûr que si on n'a pas les compétences nécessaires dans les territoires, on ne peut pas effectivement développer notre économie. Et ça va être d'autant plus important dans cette période de crise économique à venir. Donc l'accent sur l'orientation, et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de dispositifs comme les cités éducatives qui visent aussi à faire réussir les jeunes dans les quartiers politiques de la ville. Et je pense que là, vraiment, il y a quelque chose qu'il faut absolument, sur lequel il faut mettre l'accent. Concernant la réussite des étudiants à l'université, une fois on fait l'hypothèse qu'ils ont bien été orientés, j'ai noté effectivement ce programme UICI, il est sans doute un peu trop tôt pour en confirmer la pertinence, mais il vous semble quand même aller dans ce sens-là. Donc je voulais savoir quelles seraient les propositions complémentaires que vous pourriez faire pour l'améliorer, surtout comme ça a été dit, par cet afflux
de bacheliers supplémentaires, plus des jeunes qui n'auront pas nécessairement fait un parcours complet, hein, ça a été dit, hein, il y a 6 mois d'interruption. Donc là, est-ce que vous avez en tête, peut-être dans ce que vous avez entendu, des bonnes pratiques? Et puis peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, d'avoir un regard international sur la question par rapport à ce qui a pu être fait dans d'autres pays. Je vous remercie. Merci pour la question. Je vais passer la parole à nos rapporteurs et puis on prendra les questions suivantes. Merci. Oui, donc je vous remercie, chers collègues, pour votre intervention. Donc je pense que sur les 2 premiers sujets, on est plutôt sur un constat partagé finalement, tant sur le rôle des régions que sur l'intervention au collège. Et effectivement, je crois que ce que nous avons dit là, notamment sur l'intervention au collège, c'est un sujet récurrent. Hein, moi, dont on entend parler depuis 20 ans. Donc la formation, c'est bien, l'orientation, c'est bien en fait un parcours. Et donc, là aussi, dans les propositions que nous faisons, nous disons comment, dès le collège, finalement, permettre à l'enfant de s'auto-évaluer, d'évaluer ses compétences, d'évaluer ses aspirations aussi, puisqu'on parle aussi d'aspiration et du coup de goût, pour pouvoir se préparer à l'orientation. Concernant les dispositifs des WICI, la Cour des comptes en avait fait un constat qui était assez sévère. Et nous avons souhaité modérer en fait ce constat, dans la mesure effectivement, où on a peu de recul sur le dispositif, où elle a été mise en place de façon très disparate selon les universités. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que, pour moi, il me semble qu'il y a 2 aspects. Déjà, là où les WICI ont été élaborés sous forme de modules complémentaires, ils ont été plus efficaces quand c'était un allongement de période. Donc peut-être que ça doit nous inspirer. Et deuxièmement, je crois qu'aussi, il y a une construction collective qui doit se faire sur le fait de les présenter, ces dispositifs, non pas comme des dispositifs de sanction, mais plutôt comme des opportunités qui sont proposées aux étudiants, enfin en tout cas aux lycéens, pour pouvoir justement, on ne va pas tous au même rythme. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, de plus d'accompagnement. Et donc là, le WICI, c'est bien ça, c'est accompagner au plus près la personne. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que dans un premier temps, il y avait assez peu d'inscrits dans ces WICI, alors qu'en même temps, les étudiants demandent un accompagnement personnalisé à l'université. Donc là, il est proposé, mais il est quand même vécu comme un rétropédalage plutôt que comme une avancée. Alors, sur la question de l'orientation, entre guillemets, précoce, bien évidemment, il ne faut pas figer les choix trop tôt, y compris au collège. Par contre, c'est vrai, et nous l'avions déjà développé dans un premier rapport du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale en 2013, avec mon collègue Jean-Frédéric Poisson, que nous avions consacré à la mobilité sociale des jeunes, qui traitait en partie des questions d'orientation, mais pas que. Nous avions souhaité, dans l'une de nos préconisations, permettre les parcours de découverte des métiers et des formations dès la classe de 6e. Bon, à l'époque, en 2013, c'était à partir de la 5e, en 4e, et puis ensuite, il y avait aussi un dispositif comparable au moment du lycée, notamment en seconde. C'est une préconisation qui a été retenue par la suite, par le gouvernement et par le ministère. Et je crois que tout ce qui contribue aujourd'hui à faire découvrir nos métiers dans nos territoires, dans l'environnement d'ailleurs le plus proche possible des collèges, et pas simplement à travers les forums ou les salons, parce qu'on a décrit tout à l'heure un certain nombre de difficultés qui tiennent à ces salons-là, mais la découverte des entreprises à proximité des collèges, des métiers, de faire venir des intervenants dans les collèges, ça suscite aujourd'hui des vocations, on le sait, y compris chez les collégiens, et ça permet aussi ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une orientation beaucoup plus choisie, personnalisée, individualisée. Après, le problème que nous avons effectivement mis en relief dans le rapport, c'est souvent le cas dans les rapports du comité d'évaluation et de contrôle, c'est la multiplication des acteurs et l'empilement des strates aujourd'hui qui sont en charge de l'orientation des élèves dans ce pays. On a évoqué les chefs d'établissement, on a évoqué les professeurs principaux qui ont un rôle important maintenant, en particulier en terminale, les enseignants bien évidemment, les psy-N qui ont succédé donc, dans leur statut au COPSI. Mais quand on regarde les décrets d'attribution des missions
pour chacune de ces catégories, on voit qu'il y a beaucoup de missions et que certaines se chevauchent et qu'il y a aujourd'hui un empilement quelque part qui fait qu'il est très difficile d'y voir clair sur qui fait quoi. D'autant plus que, et nous le disons dans le rapport très clairement, on pense que les psychologues de l'éducation nationale, et en particulier par rapport aux élèves les plus en difficulté ou même en décrochage, ont un rôle extrêmement important dans le parcours d'orientation et dans l'accompagnement des élèves. Donc il y a nécessité peut-être de revoir un petit peu l'architecture de ces interventions pour bien les rendre complémentaires et que nous ayons un système qui soit le plus lisible possible, à la fois pour les élèves, mais aussi pour leurs parents. Alors nous avons une proposition assez simple qui est de fournir dès le collège, pour le coup, la liste des interlocuteurs et leurs coordonnées, en précisant bien quelles sont leurs missions auprès des parents, auprès des familles. Mais ce que vous indiquiez tout à l'heure, chers collègues, sur le rôle des régions, vient rajouter une strate de complexité supplémentaire. Puisque bien évidemment, quand vous parlez des missions d'information confiées aux régions et à la compétence régionale, il se trouve que certaines régions n'hésitent pas à aller empiéter pour créer des agences d'orientation. Bon. Et là, on revient à la question du chevauchement et parfois de la redondance avec un certain nombre aujourd'hui d'outils, de dispositifs existants. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Nous sommes très intéressés à la mise en place expérimentale qui va avoir lieu dans quelques mois, qui nous a été présentée par la DGESCO, par le ministère de l'Éducation nationale, et qui consiste à mettre en place des enseignants référents. Alors, pas simplement en terminale, pas sur des missions plus administratives et de suivi de dossiers des professeurs principaux, mais plus sur un accompagnement de petits groupes d'élèves, d'une douzaine d'élèves, dès la première et en terminale, c'est-à-dire sur 2 ans. Je pense que c'est tout à fait ce genre de bonne pratique qu'il faut aujourd'hui diffuser, généraliser si c'est possible, si l'expérimentation donne des résultats satisfaisants. Je veux aussi ajouter, puisque vous avez parlé tout à l'heure des quartiers, et en particulier des établissements qui sont en réseau d'éducation prioritaire, voire en réseau d'éducation prioritaire plus, qu'il existe des dispositifs extrêmement intéressants qui sont en place depuis maintenant de nombreuses années dans nos territoires, dans nos circonscriptions, comme les cordées de la réussite, voilà, qui mettent en relation justement des établissements d'enseignement supérieur, des grandes écoles, avec des collégiens ou des lycéens de ces établissements qui sont en réseau d'éducation prioritaire et qui sont une forme d'accompagnement renforcé, de découverte, notamment sur le plan culturel, sur le plan des métiers, sur le plan des formations, qui est un plus indéniable. Tout comme les parcours d'excellence, et je crois que d'ailleurs les 2 dispositifs sont amenés à fusionner dans un avenir proche, mais moi je souhaite vraiment que ces bonnes pratiques-là, dans les établissements les plus, qui accueillent les élèves les plus en difficulté, soient généralisées. Enfin, je voulais simplement indiquer que par rapport au rapport de la Cour des comptes, et nous étions à la demande, ici au comité d'évaluation et de contrôle, d'un rapport de la Cour des comptes qui nous a été présenté en début d'année 2020, qui est un rapport robuste, extrêmement sérieux, mais qui s'est beaucoup intéressé, et on comprend d'ailleurs l'intérêt qu'il peut y avoir par rapport à l'outil Parcoursup, c'est-à-dire à l'outil d'affectation, qui suscite beaucoup de questions. Dès qu'on parle de système un petit peu opaque ou peu transparent, c'est évident que la Cour des comptes, ça l'intéresse. La Cour des comptes s'est beaucoup intéressée aux questions de robustesse technique, du système informatique, de Parcoursup. Nous étions, beaucoup plus axés sur la question de l'orientation choisie le plus tôt possible et le continuum entre ce qu'on appelle le -3 au lycée et le +3 dans l'enseignement supérieur. Sur les 15 propositions qu'a faites la Cour des comptes dans son rapport qui nous a été présenté en février, nous en avons retenu 4 communes. Donc ça veut dire quand même que nous avons fait plutôt des propositions complémentaires et parfois que nous avons pris, y compris, nous avons pris le contre-pied de la Cour des comptes sur un certain nombre de sujets. On évoquait tout à l'heure notamment la publication ex ante des critères d'examen, des commissions d'examen des vœux. Mais nous souhaitons, comme la Cour des comptes, que les 54 heures aujourd'hui consacrées à l'orientation soient inscrites dans les emplois du temps des élèves et des professeurs, qu'ils soient sanctuarisés. Aujourd'hui, c'est une variable d'ajustement.
Et donc, ça affaiblit notre système d'orientation, on va dire, de façon globale. Nous souhaitons une amélioration, parce que ça nous a été souvent évoqué, de la formation initiale et continue des enseignants, des professeurs principaux et des chefs d'établissement, qui sont peu formés aux questions d'orientation, donc en faire une matière à part entière. Et puis, nous avons aussi retenu 2 autres propositions de la Cour des comptes, celle d'anonymiser le critère de lycée d'origine dans Parcoursup, parce que nous pensons que ça peut être un critère discriminant. Et d'autre part, nous avons aussi retenu la question du dialogue de gestion entre l'État et les universités, donc entre le recteur et les universités, pour établir des indicateurs de performance sur l'efficacité des dispositifs d'aide à la réussite des étudiants. On a évoqué ici en conclusion de notre rapport. Voilà. Donc pour vous dire vraiment que notre rapport est très complémentaire et qu'il ne reprend pas systématiquement, on va dire, ce qu'ont été les diagnostics et les préconisations de la Cour des comptes. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Mattei, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, je voulais féliciter les rapporteurs pour ce rapport. On voit bien que l'exercice est passionnant, ces missions de contrôle avec ce double rôle entre la Cour des comptes et le travail du législateur. Quelques remarques qui ont déjà un petit peu été évoquées, mais je voudrais y revenir. Parmi vos propositions, moi j'ai relevé que vous recommandiez la généralisation des modules d'accompagnement à l'orientation pour les enseignants et 54 heures de formation par an pour les élèves. Ce quota horaire peut paraître élevé. Est-ce qu'à moyen terme, on ne pourrait pas avoir un contingent de 25 heures ? Ça serait peut-être plus facilement mis en place. Je souscris également totalement à votre suggestion concernant la formation des enseignants, vous l'avez évoqué. Donc, premier conseiller d'orientation des élèves qui connaissent et qui peuvent déceler les aptitudes et les goûts. Et également sur le récapitulatif des interlocuteurs compétents auxquels les familles pourront s'adresser. Donc ça aussi, ça me paraît particulièrement pertinent. Également, mais on le voit, le rapport de la Cour des comptes, il est de février 2020, je crois, et avant la crise Covid. Donc, vous l'avez un petit peu évoqué. Bon, là, on a nos repères sont complètement chamboulés, et notamment au niveau de la formation, de la réadaptation, des nouveaux métiers et autres. Et on a donc des métiers qui sont en tension constante, et on va en avoir encore plus qui vont être en tension. Et le Code de l'éducation fixe bien l'obligation de respecter la formation et les besoins. Hein. Et peut-être pourrions-nous imaginer que les antennes locales de Pôle emploi dressent des statistiques régionales, mais même de la prospective, des besoins de l'emploi, et soient croisées avec des données de façon à disposer d'une carte de France des besoins d'emploi réels, et également avoir une capacité de se projeter dans les besoins futurs avec des nouveaux métiers, des nouvelles réorientations et des reconversions. Et puis, vous l'évoquiez à l'instant, je crois, c'est la proposition d'anonymiser le lycée d'origine et de lui substituer une mesure de l'écart entre les résultats au baccalauréat et la notation de contrôle continu. Bon, ça me paraît une bonne idée. De même que la diffusion de vidéos de présentation de Parcoursup. Il me semble à ce titre que la procédure gagnerait à être clarifiée, notamment par rapport aux voies de recours pour les élèves en cas de non-sélection dans la filière de leur choix. Et il me semble que ça rendrait plus acceptable l'acceptabilité sociale de Parcoursup. Mais c'est vrai que votre rapport, il mériterait presque, je dirais, un complément avec ce qu'on est en train de vivre et comment on pourrait le décliner autrement à la lumière de la crise que nous sommes en train de vivre. En tout cas, merci pour cet excellent travail. Merci Monsieur Mattei, et merci aussi de signaler la consolidation du travail de l'Assemblée nationale avec la collaboration avec la Cour des comptes et puis France Stratégie dans d'autres cas. Je vais passer la parole au rapporteur. Oui, 2-3 petites choses, Monsieur Mattei. Concernant la formation des enseignants, effectivement, elle est indispensable. Ce que nous avons vu sur notre territoire, c'est qu'il existe différentes expériences déjà de formation, hein, des journées de formation. Par exemple, moi, à Roanne, l'ensemble des professeurs ont des journées de formation sur l'orientation qui
sont prises bien sûr sur leur emploi du temps de cours, mais elles existent et en tout cas ils sont très demandeurs. Concernant la réduction du nombre d'heures, les 54 heures, je crois qu'il faut faire très attention parce que ce que nous avons entendu, c'est plutôt qu'il faut plus que 54 heures. Si on veut faire de l'orientation un module à part entière, c'est-à-dire vraiment dire ça fait partie de notre réflexion tout au long de l'année, c'est pas uniquement les temps Parcoursup, c'est comment je construis ce parcours, avec des périodes plus fortes que d'autres bien entendu. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit vraiment inscrit, que ce soit sacralisé dans l'emploi du temps des élèves et que ce ne soit pas une variable d'ajustement, comme le disait Régis Juanico. Concernant les métiers en tension et concernant l'outil Parcoursup, il y a 2 choses que nous avons constatées, ou en tout cas proposé également d'améliorer, en tout cas des carences qui nous ont été soulevées, c'est que dans Parcoursup, vous savez, c'est une mine d'informations. 4700 formations en France qui sont proposées, accessibles sur l'ensemble du territoire français et avec les attendus, le contenu des formations, c'est énorme. En revanche, il manque, et les étudiants le demandent, 2 choses. Ce serait effectivement ces petites vidéos qui expliquent comment ça se passe avec des tuteurs ou des anciens étudiants, puisque le binôme ancien étudiant, étudiant entrant, c'est toujours un binôme qui fonctionne bien, mais aussi la question des débouchés professionnels. Aujourd'hui, on a besoin de savoir, pour certaines formations, quels sont les débouchés professionnels, parce que des fois, l'intitulé ne correspond pas tout à fait à la projection qu'on peut se faire d'un métier. Et d'ailleurs, on note que certains étudiants peuvent abandonner, notamment en STS, un BTS, parce qu'il y avait un intitulé, il s'était fait une image, en fait, ou il s'était fait une idée de métiers vers lesquels ça allait les préparer, et en fait, ce n'était pas du tout, ils ne trouvaient pas du tout ce qu'ils avaient escompté. Donc, vous voyez, un descriptif des métiers serait intéressant. Concernant les voies de recours, on l'a eu aujourd'hui. Moi, on a demandé avec M. Juanico que ce soit adjoint en annexe du rapport. Il y a eu le rapport du médiateur de la République sur les différentes voies de recours, vous savez, envers l'administration française. Il y a très peu de recours sur les demandes d'affectation, très très peu de recours. Donc, globalement, on va dire qu'on arrive à répondre aux demandes, même bien que si vous regardez le taux de performance, il y a quand même 37% de pertes en ligne, puisque vous avez des lycéens qui s'inscrivent et puis à la sortie, il ne reste plus que 64% qui ont une affectation. Donc il y en a qui abandonnent parce qu'ils partent à l'étranger, parce qu'ils font un service civique, parce qu'ils ont trouvé un métier ou pour toute autre raison. En revanche, il y a très peu de recours sur le résultat. Et quand même, le fait qu'aujourd'hui, on ait introduit cette possibilité, nous, ce qu'on demande, c'est que la transparence, elle soit vraiment accrue. Si on veut augmenter les chances de réussite, il faut qu'on soit très clair sur les critères d'admission, pour qu'on comprenne si on a une chance de pouvoir intégrer une formation ou pas. Vous voyez, donc on est plus là-dedans. Ça a été amélioré, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc il nous semble que ça, c'est vraiment un sujet, l'opacité, c'est vraiment un sujet qui doit être démêlé. Enfin, l'opacité relative, puisqu'il y a quand même aujourd'hui moyen de comprendre comment les commissions d'examen des vœux fonctionnent. Voilà. Alors, sur la question de notre collègue Jean-François Mattei, et sur la question des cartes de formation et d'emploi, je crois que les régions elles sont particulièrement mobilisées pour établir ces cartes-là. Alors, on a peut-être, nous, développé une vision qui était un petit peu plus large, de se dire qu'il ne faut pas non plus qu'on intègre trop une vision utilitariste ou je veux dire trop orientée marché du travail de l'enseignement supérieur, parce que les critères de mobilité géographique, sociale sont vraiment à prendre en compte. On donne les chiffres sur les questions d'inégalité sociale, territoriale, l'autocensure aussi liée au genre. Aujourd'hui, il y a des métiers soit qui sont quasiment intégralement occupés par des femmes ou des métiers intégralement occupés par des hommes. Mais on sait qu'il y a aussi des phénomènes d'intégration très précoce, de préjugés sur un certain nombre aujourd'hui de formations et de métiers qui font aussi que ces métiers sont quasi exclusivement féminins ou masculins. Donc il faut un travail spécifique, il faut multiplier les témoignages. Mais ce qu'on nous indique quand même, c'est qu'aujourd'hui, en termes de mobilité, alors à part Paris Intramuros, qui aujourd'hui voit quand même l'ensemble de ces filières d'enseignement supérieur mises en tension de façon assez forte, avec une sélection quasiment dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, avec un phénomène intéressant, c'est que les académies qui sont proches de Paris
qui seront en Île-de-France, aussi envoient un certain nombre d'étudiants aujourd'hui dans les établissements d'enseignement supérieur parisiens, et que par conséquent aussi un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur de nos régions envoient à présent aussi des étudiants dans ces académies d'Île-de-France. Je crois que c'est important de garder cette possibilité de mobilité géographique, qui d'ailleurs est intégrée dans les critères quand on parle de taux de non-résidents dans les quotas appliqués, et notamment dans l'affectation de Parcoursup, et de permettre aussi cette mobilité sociale et géographique, voire la mobilité internationale, mais ce n'est pas le sujet du tout de notre rapport aujourd'hui. Je pense qu'on a fait des progrès de ce point de vue-là. Tout d'abord, dans la précédente législature, quand on a créé en particulier les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle au sein des établissements d'enseignement supérieur, dans les universités en particulier. Aujourd'hui, quand même, il y a un conseil qui est apporté aussi au bon moment, à partir de L2, L3, et puis ensuite sur les masters aux étudiants, sur les débouchés professionnels. Nous proposons très concrètement dans le rapport que dans Parcoursup soit inscrit de façon claire et précise le taux d'insertion professionnelle, c'est-à-dire les capacités de chance et de réussite dans une formation en termes d'insertion professionnelle. Il y a aujourd'hui des universités pluridisciplinaires de taille moyenne, comme celle de l'université Jean Monnet et Saint-Étienne, Roanne, mais qui aujourd'hui a un bassin de recrutement, 80% de leurs étudiants qui est sur le département de la Loire, de la Haute-Loire et de l'Ardèche, Michel Victory, où on a des taux extrêmement intéressants. Aujourd'hui, on voit que les étudiants réussissent, ils sont en proximité géographique, souvent c'est un critère qui joue, de choix d'établissement d'enseignement supérieur, et qu'ensuite ils ont d'excellents taux d'insertion professionnelle dans les débouchés qu'ils se sont choisis en termes de métier. Donc ce continuum-là qu'on peut effectivement améliorer sans être complètement déterministe trop tôt, de façon trop précoce, et en laissant le maximum de choix aux étudiants de pouvoir s'orienter par la suite. Merci. La parole est à notre collègue Marita Marel. Merci Madame la Présidente. À mon tour de vous féliciter par rapport à ce travail et à ces propositions. En effet, on est sur un enjeu majeur, le parcours de nos jeunes, le devenir de ceux-ci, et comme le disait justement Madame Sarl, le fait qu'il s'agit bien d'un parcours qui fait sens. Et là, il est la question, parce que quand bien même vous mettiez en avant les avancées, ce qui rejoint une des premières questions du député Michel, entre le monde de l'enseignement et le devenir professionnel, je n'ai pas les éléments de réflexion, mais il me semble que bien souvent, l'orientation se définit par rapport au métier des parents, par rapport à des métiers que l'on connaît concrètement de l'intérieur. Ce n'est pas seulement la formation ou la connaissance qu'on peut en avoir de l'extérieur. Et donc, c'est une vraie question pour moi que du rapprochement de notre enseignement et notre éducation nationale et le monde professionnel, quand bien même on sait bien que l'objectif de l'éducation de nos jeunes n'est pas le seul but de la professionnalisation, et qu'il concerne aussi leur développement propre, culturel. Voilà. Mais là, il y a quand même un enjeu majeur. Et la question que je me pose, quand bien même elle va être un peu en marge de vos travaux, mais qui font forcément écho à celle-ci, c'est: est-ce que la longévité est garante de la qualité de la formation et de la professionnalisation? Et quand je vous pose cette question, c'est que ça a été un peu évoqué tout à l'heure par rapport au parcours dans les collèges, quand effectivement des jeunes se trouvent en difficulté par rapport à un enseignement qui est quand même relativement théorique, plus que relativement théorique, et qu'ils se sentent par défaut réorientés sur une filière plus professionnelle, ou de préapprentissage, ou de maison familiale et rurale. Moi, j'ai pu observer combien ces jeunes se restaurent quand ils sont dans une formation ou un accompagnement qui est beaucoup plus appliqué, où effectivement les apprentissages font sens.
Voilà, donc il y a cette réflexion, alors je ne sais pas, effectivement c'est quand même un peu en marge de vos travaux, mais que je ne peux pas m'empêcher de vous partager, en sachant que dans nos propos, souvent, on associe à l'excellence les parcours de longévité, même là, quand on l'entendait, hein, c'est permettre aux jeunes d'aller le plus loin possible dans les études, quelque part, qui vient, j'allais dire, confronter au fait que parfois un parcours court, ou plus court, peut être un excellent parcours. Et voilà, ça m'interpelle beaucoup. Et puis, justement, mais alors là, peut-être que vous les aviez, l'évaluation du devenir de ces différentes filières de formation, qu'elles soient plus ou moins longues, comme vous le disiez tout à l'heure aussi. En plus, il y a parfois une méconnaissance sur ce qu'une formation peut offrir comme débouché, mais aussi la question de ces formations qui, quelque part, même après 3, 4, 5, voire plus années de formation, laissent nos jeunes quand même dans des difficultés professionnelles. Voilà, je vous remercie. Merci. La parole est donnée au rapporteur. Oui, effectivement, ça n'est pas une question que nous avons traitée a priori dans le rapport. Juste pour vous rassurer, moi, je ne crois pas que nous défendions l'allongement a priori des études. On l'a bien vu, et aussi parce qu'il y a eu quand même ces créations en France des bacs technologiques, des bacs professionnels. Ils sont bien dédiés, ces bacs-là, et ensuite les IUT et les BTS, à des personnes qui sont aptes, j'ai envie de dire, enfin, qui sont formées pour un métier et pour accéder rapidement au marché de l'emploi. Cela étant, nous nous en rendons compte. Alors, il y a ceux qui utilisent ces formations comme ce qu'on appellera la stratégie de contournement pour pouvoir ensuite accéder, réintégrer une filière éventuellement universitaire ou une école qu'ils n'ont pas pu avoir tout de suite. Mais il y a ceux à qui ça correspond de prime abord et qui vont s'engager dans ces métiers-là. Vous savez, moi, je travaille parallèlement, je vais vous faire une digression, mais au niveau de la Commission développement durable, sur la précarité énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, on a un vaste programme et on n'a pas d'artisans. Voilà, donc la boucle est bouclée. Je pense qu'on est quand même en France dans un discours très élitiste par rapport à l'enseignement supérieur. Moi, j'en suis persuadée. Et je crois qu'il est grand temps. Et ça se fait aussi parce que chez moi, par exemple, dans les collèges, il y a une initiative de lien avec les entreprises ou avec les artistes. Ça s'appelle Bravo les artisans. Donc, les élèves sont en immersion auprès d'artisans. Bon, il y a maintenant des temps d'immersion entre les collégiens et l'entreprise parce que c'est aussi la méconnaissance de l'entreprise qui fait qu'on ne veut pas y aller. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas tout à fait notre sujet. Donc, on ne l'a pas traité en tant que tel. Personnellement, je rejoins tout à fait vos propos. Bon, je n'aurais pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Nathalie. Alors après, il faut voir que les parcours aujourd'hui dans l'enseignement supérieur sont moins linéaires qu'avant aussi. Je ne sais pas si vous aurez la curiosité de regarder en détail les chiffres du taux d'affectation, hein, en particulier des néo-bacheliers, mais on est sur des chiffres entre 65, 70, 80%. Ça veut dire quand même qu'une partie non négligeable d'une classe d'âge va faire autre chose qu'une première année dans l'enseignement supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y revenir après. Ça peut être une année de césure, ça peut être une année de service civique, une année, un peu moins d'une année, mais enfin quand même, ça peut être une mobilité internationale, je l'ai évoqué tout à l'heure, voilà. Donc c'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer aussi tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'allers-retours, qui fait qu'aussi il faut mieux prendre en compte aujourd'hui, notamment dans les statistiques et dans les façons aussi d'accompagner les parcours, les réorienter, et tout ce public-là qui n'est pas forcément les néo-bacheliers, qui n'ont pas forcément aujourd'hui de toute façon des trajectoires linéaires qui font qu'automatiquement, après son bac, on va dans l'enseignement supérieur. Donc là, c'est très important. Ça complète un tout petit peu ta remarque sur les formations qui peuvent être beaucoup plus courtes ou professionnalisantes, ou des formations qui ne sont pas forcément toutes sur le même moule. Bien, je vous remercie. Je pourrais
conclure que la loi OR est plutôt récente, hein, elle date de mars 2018, on avait peu de recul, bien qu'évidemment nous soyons dans la 3e itération de Parcoursup, et ça vous a permis de faire un travail d'analyse et d'évaluation qui nous permettront d'ajuster la loi, de déployer des moyens de manière plus ciblée. Si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'autres prises de parole, nous allons maintenant autoriser la publication de ce rapport. Je vous remercie et je ne peux que vous inciter à porter ces propositions au nom de l'Assemblée nationale et peut-être également à vous saisir d'un rapport de suivi dans quelques temps qui nous permettront d'avoir un peu plus de recul. Merci beaucoup. Si vous nous permettez, 5 secondes pour remercier l'administrateur. Oui, juste un dernier petit mot, Madame la Présidente, si vous me le permettez. Oui, et s'il vous donc, plaît. je le fais conjointement avec mon co-rapporteur pour remercier sincèrement nos administrateurs qui ont fait un travail énorme et qui nous ont beaucoup éclairés aussi de par les auditions qu'ils nous ont proposées. Bien sûr, toutes les auditions ont eu lieu en visio. Mais Josserand, donc, qui est ici en stage auprès du CEC, est venu dans la Loire assister à nos auditions de terrain. Et en tout cas, merci encore à l'équipe, Monsieur Maisonneuve, Madame Flory, Madame, pour nous avoir accompagnés dans ces travaux. Et je salue la mobilisation pendant cette période pas facile, en télétravail, dans des conditions un peu compliquées, et de pouvoir quand même avoir un rapport qui sorte dans ces conditions. Merci beaucoup.